donc on va pas traîner trop parce que je suis avec des pointures là, du cinéma documentaire, du cinéma militant, et ils ont beaucoup de choses à dire. Certains d'entre eux sont un peu bavards, donc il va falloir essayer de tenir en à peu près 1 heure et demie ce débat sur filmer les luttes en Bretagne. Alors, pour les 40 ans, le festival, vous le savez peut-être, ou si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, a mis en place une programmation donc, sur filmer les luttes en Bretagne. Donc, vous pouvez voir un certain nombre de films, dont certains ont été réalisés par les gens qui sont avec nous ce soir. Voilà, je vais vous les présenter sommairement parce qu'ils ont un pédigré en général assez costaud. Je vais commencer par celui qui est en face de moi là-bas, Tanguy Perron, donc, qui est un historien du cinéma militant, auteur aussi d'un ouvrage qui fait référence, qui s'appelle Bretagne et cinéma, je crois, c'est ça? Ou Cinéma en Bretagne? Cinéma en Bretagne. Qui malheureusement est épuisé, mais voilà, très intéressant. Il est actuellement chargé du patrimoine audiovisuel auprès de Périphérie, c'est ça, un centre de création documentaire en Seine-Saint-Denis. Il s'occupe aussi de programmation de création bretonne, de films bretons à Bobigny, au cinéma de Bobigny. Et puis, il m'a soufflé aussi qu'il avait... il ne fait pas de la diffusion qu'en région parisienne. Il a aussi participé à la diffusion en Bretagne de films sur la mémoire ouvrière. À côté de lui, Christian Rouault. Vous pouvez aussi intervenir si j'oublie quelque chose de fondamental, hein. À côté de lui, Christian Rouault, donc cinéaste, ancien prof de lettres, c'est ça ? Responsable de formation audiovisuelle dans l'éducation nationale, donc qui est passé par les films éducatifs au départ, et puis aussi par des choses comme une télé en prison à Fresnes, une association audiovisuelle pour tous dans l'éducation, donc documentariste. Alors on le connaît, si on parle uniquement des films liés à des luttes, Paysans et rebelles, sur Bernard Lambert, qui passait aujourd'hui, je crois. Les LIP, l'imagination au pouvoir, ou Tous au Larzac, plus récemment. À ses côtés, sur le même fauteuil, Jean-Louis Le Tacon, auteur qui était un des membres fondateurs de la coopérative Thor-Eben, donc dans les années 70, qui créait beaucoup, les réalisateurs travaillaient beaucoup sur les luttes qui avaient lieu, et fort nombreuses dans ces époques-là. Thor-Eben, donc terme breton qu'on peut traduire par « casser-leur la tête », c'était le slogan des bonnets rouges, de la révolte des bonnets rouges, donc, mais les vrais ceux-là, hein. Donc ensuite, il a pas mal travaillé, je crois, sur des films ethnographiques, voire expérimentaux. On le connaît beaucoup pour Cochon qui s'en dédie, donc un film en Super 8, qui a la particularité d'avoir été monté ici avec 3 bouts de ficelle, si j'ose dire, près de la chapelle Saint-Michel, donc en bas, tout près du siège actuel du Festival de cinéma. Il a créé aussi la coopérative de diffusion Grand Canal, et il est fondateur du département Images Composites à Poitiers. Donc c'est quelqu'un qui a un souci aussi de formation. Guy Chapouillet, Guy Chapouillet, cinéaste, enseignant, spécialiste du monde paysan au cinéma, de la ruralité de manière générale. Et puis à l'université de Vincennes, auteur ou co-auteur, je ne sais pas comment on peut dire, de La Guerre du lait, où il a travaillé avec un groupe d'apprentis cinéastes. Il travaille aussi, il a travaillé à l'École supérieure d'audiovisuel de l'Université de Toulouse. Et il a créé l'association Les Films du Béret,
donc une association de création audiovisuelle, mais aussi de diffusion et de conservation. À côté de lui, donc Nicole Le Garec, qui avec son mari Félix, sont bien connus comme au départ des photographes du pays bigoudin, qui ont eu aussi le désir de parler des questions sociales, de tout ce qui se passait en Bretagne dans les années 70, voire avant, notamment en réalisant des diaporamas, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de sous pour faire des films, et c'était une solution, le diaporama, pour s'en sortir. À la suite de la rencontre avec René Vauthier, ils ont créé l'UPCB, l'unité de création cinématographique en Bretagne, qui a sorti après des films qui sont presque des films cultes, comme Avoir 20 ans dans les Aurès, La folle de Toujane, Quand tu disais Valérie, etc. Puis tout ça a débouché sur la société Bretagne Film, qui donc a permis d'accumuler un peu de matériel et d'aider à la création et à la diffusion en Bretagne. Et né de ça un fameux film aussi, Plogoff, des pierres contre des fusils, donc sur la lutte contre le projet d'implantation de la centrale nucléaire à Plogoff. Puis il y a eu l'ARC, l'atelier régional de cinématographique de Bretagne, entre 82 et 92, qui s'est soucié de création, de production et de diffusion, mais aussi de formation. Il me reste plus que Jean-Paul Matelier, donc photographe, cinéaste, militant, on peut dire, de l'éducation populaire, à travers son premier métier aussi, donc à Jeunesse et Sport, où il a permis de faire le lien entre les institutions et puis le cinéma militant, le cinéma en permettant aux gens de s'approprier l'outil audiovisuel pour parler éventuellement de leur propre lutte. Et il a participé notamment à la création de l'atelier de la cave de Saint-Cadou, qui a formé beaucoup de gens dans ce sens. Alors, pour ce débat, je vais vous dire un peu comment ça va se dérouler. Dans un premier temps, on va parler un peu de l'historique du cinéma militant, et puis dans un deuxième temps, de l'évolution de la filmographie qui va dans ce sens, comment on filme les luttes, etc. Entre les deux, on vous donnera un peu la parole, et aussi à la fin, bien sûr. Donc pour commencer, je vais donner la parole à Tanguy Perron, pour qu'il nous parle un petit peu les premières images de cinéma militant. Ça date de quand? Comment ça se met en place un petit peu tout ça dans l'histoire du cinéma? Bonjour, donc c'est pas facile de se lancer. Je vais essayer d'être assez clair sans être caricatural. Donc je vais vous donner une chronologie que je vais ensuite contester. Tu as 10 minutes maximum. Ouais. Non. Le terme cinéma militant apparaît assez tardivement dans les années 70. Avant, on va parler par exemple de cinéma du peuple ou d'actualité ouvrière ou de contre-actualité. Mais il y a toujours eu une nécessité au sein du mouvement ouvrier de s'emparer des images pour contester un discours dominant. Alors, la nécessité de s'emparer des images n'est pas venue spontanément et très facilement au sein du mouvement ouvrier. J'entends par mouvement ouvrier à la fois des organisations syndicales, politiques, mais aussi les coopératives ou des simples militants, qu'ils soient capés ou non capés. C'est tout un mouvement et pas seulement que des organisations. Le mouvement ouvrier s'est emparé du cinéma grâce à l'alcoolisme et surtout grâce à l'anti-alcoolisme, puisqu'il y avait des éducateurs moraux qui faisaient le tour des bourses du travail et qui montraient les ravages de l'alcool par des petits films éducateurs, et c'était aussi des films d'agit-prop, si l'on peut dire. Et au sein de certains militants, surtout des militants libertaires, ils se sont rendus compte de l'efficacité de ces images sur un public ouvrier. Donc ils se sont dit, on va aussi produire nos propres images pour casser un discours dominant. Il ne faut pas dire que c'était les premiers. L'Église était bien en avance sur l'utilisation pédagogique, politique des images, même en avance sur le camp laïque. Et au sein du camp laïque, il y a le mouvement ouvrier qui parfois était en opposition ou en dissidence du mouvement laïque, et parfois il a été intégré selon des temps historiques différents.
Alors ça a commencé, l'histoire du cinéma militant, il y a des redites. C'est beaucoup l'itinérance. C'est montrer des images et parler aux foules, et parler sur les images. Et c'est marrant parce que dans le musée de Douarnenez, là, il y a un passage de Gustave Cauvin, qui était un des premiers propagandistes par l'image, qui passait par Brest pour lutter contre l'alcool dans les milieux ouvriers, mais aussi pour lutter contre les familles nombreuses et contre le militarisme. Donc l'idée d'utiliser l'image est venue assez tôt. Néanmoins aussi, il y avait une autre réaction, c'était face aux images délatrices, parce que très tôt, l'image a servi aussi à identifier les manifestants, dès l'avant 14. L'autre réaction, c'était les briseurs d'images. C'était casser les images, casser les appareils pour ne pas être reconnus. Donc il y a toujours eu ces deux mouvements. Là, je vais faire un bond dans le temps et je vais être plus rapide. Grosso modo, il y a une préhistoire libertaire, anarchiste, syndicaliste révolutionnaire avant 1914, où il y a des francs-maçons et la CGT qui essayent, ça vient plutôt de milieux intellectuels, des gens autour du livre, mais qui s'emparent des images et qui les diffusent au peuple, et qui vont au peuple par les images. Ça, c'est l'avant 14. Des années 20-30 jusqu'aux années 50-60, c'est le Parti communiste et la CGTU, puis la CGT, qui s'emparent le plus des images. À la fois parce qu'il y a la force des images qui viennent du RSS, qui sont interdites, les grands CD de Eisenstein, qui sont interdits en France. Donc, se battre pour la diffusion est aussi important de ce film-là. Des années 50-60, il y a le combat anticolonial qui se fait dans les marges du PC et qui va former une première école de cinéastes militants, dont René Vauthier, dont Yann Lemasson, sur lequel on reparlera. Voilà pour l'âge classique, si on peut dire, du cinéma de militant. Et puis vient l'âge baroque, une espèce d'explosion cinématographique et des sujets qui naît après 68. Donc là, et c'est plutôt un cinéma dominé par l'extrême gauche ou des extrêmes gauches, avec un renouvellement des démarches et des thématiques, sans penser qu'ils ont tout inventé. Et l'intérêt, le paradoxe de la Bretagne, c'est que ça va devenir une des terres les plus importantes du cinéma militant. Pour différentes raisons. À la fois, il y a l'énergie, le côté pionnier de Nicole et Félix Le Garrec, de René Vauthier. Il y a quelques militants qui ont la foi du charbonnier et qui rassemblent beaucoup de monde autour d'eux. Mais aussi, pour certains, ils ont été formés par l'Église dans les cinémas paroissiaux, ou toi, Jean-Louis Le Tacon, avec l'abbé Bourdelès. Alors même s'ils vont jeter la croix par-dessus bord et perdre leur foi pour beaucoup, certains ont appris beaucoup de ces moments, et ils sont au bord d'une certaine organisation, autogestion, le goût du cinéma, le goût de l'organisation, le goût du débat, est appris dans les franges progressistes de l'Église, et arrive 68, il y a des revirements. Mais ils ne perdent pas tout de cet apprentissage-là. Le cinéma d'extrême gauche, le cinéma militant, il est dominé par l'extrême gauche dans les années 68, après les années 68, même s'il faut pas, je passe trop rapidement sur l'éducation populaire, hélas, et sur les nouveaux territoires, les nouvelles thématiques, la Bretagne est très intéressante, si l'on peut dire, parce qu'à la fois, pour ces militants d'extrême gauche, le PC est moins implanté en Bretagne, donc la terre est plus vierge. Ils ont une figure, tu parlais des fous que vous vouliez filmer, aussi des ouvriers fous, des ouvriers non écartés, révoltés, tout ça. Donc pour vous, c'est assez intéressant. Et puis surtout, il y a des nouvelles thématiques qui naissent, et pour ça, la Bretagne est une terre de choix. C'était à la fois l'environnement, la pollution, la malbouffe. Entre le joint français et Plogoff, il y a une explosion de lutte vraiment en Bretagne. Alors les luttes peuvent lutter entre elles, contre elles, mais parfois elles se nourrissent aussi. Et la Bretagne, dans les années 70, c'était en lutte et en fête. Alors les chronologies ne se correspondent pas tout le temps. Tu disais que dans ton groupe, Jean-Louis Tacon, Mao Spontex, il y a un moment de dépression à la fin du groupe, en 73-74, et certains sont tentés par soit des actions plus violentes, soit par le fait de se supprimer. C'est quelque chose de très douloureux, la fin d'une utopie dans laquelle on s'est énormément investi. Ça peut donner naissance à des carrières artistiques, à des engagements ou à des fins brutales. Mais les chronologies ne sont pas tout à fait adéquates. C'est-à-dire que le 68 ouvrier, le 68 militant, le 68, il dure, à mon avis, plus longtemps en Bretagne. Peut-être grâce à ces luttes environnementales, grâce à Plogoff, grâce à cette vie associative, et il dure jusqu'aux années 80. Bon, voilà pour une première description un peu sommaire. Merci Tanguy. Peut-être on va donner la parole à Jean-Louis Le Tacon maintenant pour qu'il nous parle un petit peu, dans ces années 70, des conditions de tournage. Comment ça se passait ?
les moyens, le matériel, les outils, et puis même le fonctionnement en fait collectif. Dans les années 70, moi je quittais le grand séminaire de Saint-Brieuc pour étudier la sociologie marxiste, et je troquais la foi marxiste, je troquais la foi chrétienne avec la foi marxiste, excusez mes bafouillements. Et j'étais Mao Spontex. Spontex, ça veut dire qu'on n'était pas très dogmatique, qu'on menait des actions festives, drôles, déterminées. Et à Rennes, on développait beaucoup de ce qu'on appelait l'action d'agitation propagande. On utilisait le théâtre, on diffusait des films, Le sel de la terre, et des films sur des cumulards, des numéros de certifiés exacts qui se faisaient à l'époque. Et l'été, on passait dans les campagnes pour faire de l'agitation, travailler avec les paysans, faire des veillées. On chantait des chants révolutionnaires, et très vite, on a eu l'idée d'utiliser le cinéma. Mais on n'était pas cinéaste, on n'avait aucune formation. On avait la pêche, une volonté à toute épreuve. Et moi, j'ai eu l'idée, personnellement, d'acheter une caméra Super 8 Bell Howell dans un supermarché de Rennes. Et la grève du juin français, dont on a entendu parler en avril-mai 72, m'a propulsé pour m'immerger dans cette grève retentissement breton et national, et être avec ce petit appareil au plus près, comme tu le rappelais, des fous du juin français, c'est-à-dire que c'était des ouvriers spontex comme nous, qui n'étaient pas encartés, qui ne suivaient pas les directives syndicales, et qui inventaient des nouvelles formes d'action, d'expression. Par exemple, occupation des usines, séquestration des patrons, sitting, blocage des villes. C'était très remuant, c'était fabuleux. Et la caméra Super 8 était là en permanence, notamment au moment de la séquestration des patrons. Moi, j'étais très excité de filmer des grands patrons qui venaient de Paris et d'Europe. Ils étaient à 1,50 m de mon arme, hein. Et on allumait des floutes de 1000 watts, et on se rend compte dans ces images que la caméra stimule, y compris le faucheur permanent de la CFDT qui était à la pointe du combat à l'époque. C'est une autre époque. Et donc voilà, les conditions de travail, c'était du matériel amateur. On ne connaissait rien, on y allait, on fonçait, on tournait, et après on apprenait à monter, à jouer entre l'image et le son. Des amis nous donnaient quelques conseils, mais pour être bref, l'objectif était de se rendre autonome, indépendant. On ne comptait pas sur la télé, on ne comptait pas sur les professionnels de la télévision, ils n'étaient pas là, ils n'en parlaient pas. Et on ne comptait même pas trop sur les professionnels des groupes militants. On était un peu agacés par les professionnels, c'était curieux. Donc, matériel amateur, et dès cette première expérience, le film s'appelle Voici la colère bretonne, la colère du juin français. On a pensé multiplier, alors on a eu l'idée d'appeler ça Torében, cri de guerre des paysans s'opposant à l'aristocratie, aux propriétaires, aux riches au XVIIe siècle. On reprenait ce mot d'ordre, et on a créé un peu partout en Bretagne des groupes Torében, sans structure hiérarchique, dans l'idée du partage des rushs. On tourne à Nantes, on donne les plans de Nantes vont aller à Rennes, on tourne à Saint-Brieuc, les plans de Saint-Brieuc vont aller à Pontivy, et on échange tout. On se passe le relais pour filmer ici à Big Dutchman dans les Côtes du Nord un film, et etc. Donc voilà comment ça se passait, informel, mais des films qui ont circulé, qui sont des archives, on s'en est rendu compte ce matin, fondamentales, hein, et qui diffusent encore l'envie d'agir, d'intervenir où il le faut et quand il le faut. Merci Jean-Louis. Peut-être Guy, tu veux rajouter quelque chose là-dessus ? Moi, personnellement, j'ai vécu la fin de
de toute la paysannerie qui composait ma famille. Toutes les fermes sont parties, je les ai vues partir, et bien évidemment, avec ces départs, j'ai vécu les drames, les pleurs. C'est quelque chose qui est resté en travers de ma gorge. C'est pas pour rien que du coup, je consacrais une partie de ma vie à faire du cinéma pour tenter de donner une autre dimension à la figure du paysan et de la paysanne. C'est sans doute ça, mais on y reviendra éventuellement. En mai 68, quand ça explose, je suis directeur d'une coopérative laitière. J'y croyais à la coopérative, mais je n'y croyais plus quelques temps après. Et l'idée me vient de demander aux ouvriers, les ouvriers aussi, dans cette coopérative, qu'est-ce que nous faisons? Contre l'avis comme du conseil d'administration, la coopérative se met en grève. Mais nous sommes réquisitionnés parce que le lait doit être fourni aux jeunes, aux vieillards, etc. Et à ce moment-là, il nous faut occuper aussi le temps, qui n'est pas que le temps de la production, parce que la production est rapide, c'est la consommation, le reste, on ne s'en occupe pas. Et l'idée me vient de contacter Chris Marker, et puis je reçois des films. Je reçois des films, notamment un film qui s'appelle Rodiaceta, que je trouvais admirable, avec une chanson très simple comme film, la chanson de Colette Mani sur description de la lutte, et en contrepoint des images d'aisance et de patrons qui jouent au tennis. J'ai découvert là un contrepoint audiovisuel qui me plaisait beaucoup, et un autre film qui s'appelle Mickey est mort au Vietnam. Et là, on voit en 45 secondes une histoire fabuleuse. Mickey est désœuvré, il longe le mur d'une caserne et il voit une pancarte sur laquelle il est marqué « Engagez-vous ». Il s'engage, coupe franche, le plan suivant, c'est il met les pieds sur une carte dessinée sur le sol, qui est le Vietnam, et il reçoit une balle dans la tête. Ça a décidé beaucoup de ma décision de quitter mon travail et d'aller directement à Paris, où je reprenais mes études à l'agro, et en même temps, surtout, j'allais enfin pouvoir faire concrètement du cinéma. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Paris 8, qui à l'époque était le centre expérimental de Vincennes. J'ai eu la chance de démarrer cette expérience, de la démarrer par la réalisation d'un film qui s'appelle Soyons tout en programme. Vous savez, c'est le fameux syntagme de l'international. Nous ne sommes rien, soyons tout. Autrement dit, nous n'avions pas à faire du cinéma. Et maintenant, nous allons faire du cinéma à notre manière. Mais très rapidement, ma première grande expérience de cinéma, ça a été ici. Ça a été La Guerre du lait. Je découvre qu'il y avait le souci de faire un travail sur la paysannerie, je viens de vous le dire. Nous découvrons à 3 ou 4 personnes qu'il y a en Bretagne le déclenchement d'une guerre. Et surtout, nous découvrons que la presse, les médias en général, les politiques s'emploient à tracer une frontière, puis c'est la question des frontières, je crois, en ce moment ici, en délimitant la grève et la guerre à la Bretagne. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si on vous en a parlé, mais on considérait que la Bretagne était infestée de Chinois, d'espions chinois ou de pro-chinois. On disait même que Marie-Renée Morvan, qui était, une femme très avancée dans la lutte en Landerneau, était la chinoise. Elle revenait d'un voyage en Chine avec la Jacques, et donc considérée comme la dangereuse révolutionnaire. Bref, nous voyons ça, et on se dit, c'est pas possible. Et nous décidons, avec des étudiants de Paris 8, de partir, alors c'est plus compliqué que ça, mais de partir en Bretagne, avec un contact que j'avais, qui était 2 ou 3 militants de l'AGR, la gauche révolutionnaire, qui était le groupe maoïste du Parti socialiste unifié, du PSU, et qui me permettent à ce moment-là de rencontrer Édouard et Marthe Morvan, et après de me permettre de rencontrer aussi Marie-Renée Morvan. C'est comme ça que toute l'histoire a commencé. Mais nous sommes arrivés ici pour La Guerre du lait, faire ce film La Guerre du lait, et nous voulions que ce film soit un film intégré dans la lutte. Mais nous étions naïfs. Parce que la lutte a duré, certes, mais pas suffisamment pour que nous finissions le film. Et la lutte n'a pas attendu le film. Donc nous avons fait un film que nous avons baptisé un film d'après-coup, puisque le film a été fini après la grève, pour un avant-coup. Je trouve cette formule à l'époque, elle nous amusait, mais cette formule rejoint, figurez-vous, alors là je l'ai pris avec moi, l'article de Tanguy Perron qui s'intitule « Le contrepoison est entre vos mains, camarades ». C'est un article de 95, je crois, quelque chose comme ça. Et cela veut dire que je découvre qu'au début du siècle, dans les années 25, quelque chose comme ça, pas plus. Ah, c'est ça, voilà. En tout cas, bien avant nous, certaines personnes, dans leur rapport à la culture dominante, décident de rompre, ou en tout cas de s'en prendre au poison, et de faire du cinéma contre poison. Je vois comme ça.
Donc ça veut dire que l'histoire se répète, il faut être modeste. Quand on croit avoir découvert quelque chose, il faut essayer de se retourner et de voir si effectivement d'autres choses n'ont pas été faites. Là, en tout cas, nous faisons ce film qui a été très peu diffusé, c'est vrai, mais qui a une histoire fabuleuse. Pourquoi? Parce que nous l'avons, c'est pas nous, mais les paysans travailleurs naissants s'en sont servis pour faire rayonner leurs idées. Ils l'ont fait circuler avec Bernard Lambert et d'autres personnes à travers l'Atlantique, le Sud-Ouest, un peu partout. Et ce film a fait des petits, puisque c'est en voyant ce film, La guerre du lait, dont voyait toujours cette idée, je me suis lancé parce que j'ai vu des films qui, au fond, ont changé mon regard sur le cinéma. D'autres ont décidé de faire du cinéma en Lot-et-Garonne pour rendre compte de leurs conditions difficiles d'existence et de production, après avoir vu le film La guerre du lait. Donc, à partir du film La guerre du lait, un petit film a été fait qui s'appelle Des dettes pour salaire. Mais revenons sur La guerre du lait. Je crois que je ne savais pas à ce moment-là vraiment, mais nous étions sans doute un peu dogmatiques, nous étions pleins d'enthousiasme, et notre film porte la trace de l'enthousiasme sans doute, mais aussi de nos faiblesses, de nos errements, peut-être de nos inventions. Mais je ne savais pas trop qu'à l'époque, je pourrais dire que le cinéma est un bouclier contre l'oubli. J'ai découvert 40 ans après, je m'en doutais un peu avant, mais ici de manière très concrète, nous avons eu une expérience de projection grâce à Erwan, grâce à Jules, grâce à Mathurin, ici qui sont présents et membres de mon collectif, je crois, d'ici, de Douarnenez. Nous avons eu, je crois, l'expérience de 5-6 projections dans les villages où j'ai eu la surprise, et ils ont fait un travail remarquable, de projeter ce film devant 250 personnes. Au total, je crois qu'il y a eu 600 ou 700 personnes qui ont vu ce film. Et le plus émouvant, c'est lorsque Jean-Charles Jacopin, qui était un des éleveurs de l'époque, un des activateurs forts du film, qui animait les soirées avec moi et avec d'autres personnes, posait la question d'emblée, qui parmi vous a participé à la guerre du lait? Et là, on voyait des mains progressivement se lever, des hommes et des femmes. C'était merveilleux, parce qu'ils manifestaient effectivement leur intérêt pour quelque chose qui refaisait surgir leur histoire, leur propre histoire, et qui, au fond, quand on débattait, montrait à quel point cette histoire n'avait pas trop changé. Bien sûr que le rapport de force avait changé, mais que la vie que vivaient certains producteurs n'était pas éloignée de celle qu'avaient vécue celle de ceux qui se sont révoltés. Voilà, donc c'est une histoire à laquelle je tiens, puisque c'est à partir de ce film que j'ai développé toute une pratique de cinéma de protestation. Je n'aime pas trop le cinéma militant. Nous avons été prisonniers de la définition de ce mot. Je ne sais pas si c'est la bourgeoisie ou d'autres qui ont décidé qu'on pouvait qualifier, mettre en genrer, si je veux dire, ce cinéma-là, pour le mettre un peu à l'écart, mettre en prison ou en cage. Parce que, figurez-vous, vous le savez mieux que moi, tout le monde milite. Chaque film est un regard. Chaque film est un regard, est un point de vue. Donc, lorsque j'organise un film, lorsque je monte les éléments en film, j'organise mon regard et mon point de vue. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Eh bien, je me mets à nu et je milite. Je milite pour défendre, au fond, la conception du monde qui m'intéresse, celle qui permet à certains de tirer des bénéfices. Ou alors je fais un film de contestation, de protestation. Mais même si je fais un film de protestation ou un film de conservation, où je milite, il n'empêche pas que nous sommes aussi des témoins et des protestateurs. Et je considère personnellement, je suis un cinéaste, témoin et protestateur. Voilà un peu ce que je peux dire. Je dirais en tous les cas, j'ajouterais, par rapport aux moyens, que si n'avait pas existé mai 68 et Paris 8, nous n'aurions pas eu le matériel 16 mm pour faire le film. L'affaire était claire. Il n'y avait pas de matériel vidéo suffisamment au point pour faire le travail. Et nous sommes venus ici avec une éclair-coutant en Agra et une belle OL, dont on parlait tout à l'heure. Nous avons travaillé avec cette unité qui n'est pas un détournement du bien public, qui est au contraire une exploitation réelle de ce que nous devons mettre au service du public. La redistribution des richesses était aussi, d'une certaine manière, utiliser ce matériel qui était payé par l'État pour rendre compte de ce qui est passé ici et tenter de briser, ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette espèce de frontière dont on ne voulait pas que sorte cette épidémie qui était celle de la contestation contre le prix du lait. Alors oui, et il a raison. C'est un film, au fond, qui est surtout entrepris par un groupe d'étudiants et d'enseignants, et avec, sur le terrain,
une collaboration très forte, certes, des éleveurs. On en parlera, si vous le voulez, demain à l'occasion de la projection du film, puisque le film est projeté avec donc, le film de Jean-Louis, demain après-midi. Et il a raison de me reprendre, parce que le caractère collectif de cette entreprise, et ce que j'ai découvert à l'époque, j'espère que ça existe encore un peu aujourd'hui, c'est que dans cet élan de cinéma qu'on appelle militant, il y avait le souci du partage et de la solidarité. Le souci du partage et de la solidarité. Ce fait que nous avons pu, alors que nous n'avons pas assisté au déroulement concret de la lutte, utiliser des images de cette lutte qui nous ont été données, confiées, belle confiance, par Jean-Louis et aussi par René Vautier. Donc les scènes de nuit, très difficiles à filmer, un peu en accéléré, ces scènes de nuit, nous les devons à René, et les scènes de jour, nous les devons, sur Guistrid notamment, à Jean-Louis. Voilà, je tenais à dire cela, ça me paraît assez fondamental. À mon tour, très simplement, je dirais que le Front Paysan a aussi donné de cette manière-là, assez généreusement, des films, des rêches à Christian, pour le film que nous avons vu cet après-midi. Témoignage très simple, mais je passe la parole à quelqu'un d'autre. Merci Guy. Oui, alors on voit bien. Alors Guy Chapouillet déboule en Bretagne avec ses apprentis cinéastes. Jean-Louis Le Tacon, ses copains de Torreben, caméra au point, vont sur le terrain pour essayer de filmer les luttes en cours, tout ce qui est en train de se passer socialement en Bretagne. Et Jean-Paul Matelier va peut-être nous expliquer, parce que derrière tout ça, il y a cette question que posait tout à l'heure Jean-Louis de l'amateurisme. Donc derrière, il y a la question de la formation. Comment on peut améliorer le modèle, comment on peut peut-être élargir le public et former les gens. Et puis ça pose aussi une question, c'est est-ce que des cinéastes vont filmer des luttes, ou alors est-ce qu'on donne les moyens aux gens qui luttent de filmer leurs propres combats? Oui, les deux, mon capitaine. Moi, je vais vous parler comment on a été amené à créer avec l'équipe de jeunesse et sport qui était déjà en place à Quimper, qui étaient des gens tous militants engagés au PSU, que je vais rencontrer moi plus sur le tard. Je fais des vacations avec eux pour essayer de gagner ma croûte. Et à cette époque, on est dans un esprit de l'éducation populaire, mais l'équipe de jeunesse et sport à Quimper va pousser le bouchon un peu plus loin, c'est-à-dire on a des crédits pour faire de la formation, c'est-à-dire apprendre à tout à chacun, d'apprendre à se servir d'une caméra, etc. Mais on va le pousser un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va essayer de démarrer très vite une démarche qui recoupe aussi par moments celle de Jean-Louis et de Torreben, matériel d'amateur, donc on va choisir la caméra Super 8. Et puis la démarche, c'est on abolit la notion de l'auteur. L'objectif, c'est qu'un groupe social donné, un groupe déterminé, va sur 2 fois une semaine, préparation. Notre rôle à nous, c'est d'aider, d'encadrer. Et nous ne sommes pas les réalisateurs du film. Nous sommes les personnes qui vont les aider à accoucher d'un projet. Et on va tourner comme ça un certain nombre de films. Le premier film qu'on a fait, je crois que c'est Femme agricultrice, avec, je n'ai pas oublié, Madame Lemeur, agricultrice à Ostronin, qui pose la question fondamentale. Une agricultrice ne veut pas être simplement avoir le statut de la femme de l'agriculteur. Bon. Il faut dire qu'à cette époque, ça circule beaucoup, les idées, les personnes. Les MJC sont des lieux forts, toniques. Les centres sociaux sont des lieux où il se passe aussi des choses. Pas oublier la relation de la MJC avec le début du festival des Cides d'Ardennais, c'est quand même quelque chose aussi. Et voilà, tout ce monde se côtoie, s'additionne. Et il n'y a pas que de la réalisation. C'est pas né par hasard. Il y a eu aussi des mouvements de diffusion de films, soit des cinéastes documentaires comme Pierre Perrault, Michel Brault, Les Grands du Québec, ou Chris Marker, qui est un peu une autre référence tutélaire à beaucoup d'entre nous. Et puis il y a le coup d'État au Chili, où toutes ces personnes qui bossent dans des structures ou qui sont des militants autonomes, on va faire les allers-retours entre Paris et la Bretagne pour ramener des films et faire de l'agitation cinéma dans divers lieux pour montrer la situation et agiter autour du Chili de ce que les médias ne feront pas. Et à un autre niveau de tourner en Super 8 avec divers groupes, je vais vous donner quelques exemples de films qu'on a fait. Je parlais, on a fait Femme agricultrice.
On a fait des films avec des groupes féministes. Chacun d'entre nous, les mâles de l'équipe, on était quand même plus ou moins impliqués autour du MLAC, le mouvement de libération, l'avortement et la contraception. On avait des copines qui militaient au planning familial. On était des machos en mutation. Voilà. Et donc, on a amené notre soutien aussi à ce genre de production. Je me souviens avoir travaillé avec des handicapés qui revendiquaient pas seulement des droits au trottoir, enfin à l'accès à la poste, mais aussi un regard d'une autre dignité sur les personnes qu'ils étaient. Des syndicalistes, on a fait travailler ensemble les mêmes films, des syndicalistes routiers et des syndicalistes cheminots. Voilà. Donc la démarche, c'était ça, c'était faire qu'un groupe déterminé, un groupe autonome aussi de Plabennec, on passera le film mercredi à 14h, Debout les crabes, la marée monte. Voilà. Voilà. Le but, c'était que ces personnes prennent en charge leur langage, ce qu'ils ont à dire, mais acquièrent des outils pour travailler. Et si on a travaillé en Super 8 alors que la vidéo commençait à naître, c'est aussi que la rigueur qu'oblige une pellicule qui durait 2 minutes et quelques dans une caméra nécessite de préparer ses plans, de travailler. La vidéo était naissante, on ne la maîtrisait pas. On était parti avec Erwan, donc un des fondateurs de ce festival au Québec peu de temps avant. Il y avait des aides à l'époque, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, pour emmener 15 personnes de Bretagne, voir comment se passait la réalisation et la diffusion au Québec. Eux étaient déjà en avance sur la vidéo. On est revenu, on a discuté, on s'est dit, trop tôt. Trop tôt. Si on met de la vidéo que nous, on ne maîtrisait pas d'abord, à ce point, entre les mains de gens qui n'ont jamais fait de cinéma, on ne va pas réussir à construire un langage. Donc l'objectif, c'était de faire simple, efficace, politique, et puis l'art de l'époque aussi des films militants, c'est-à-dire que la bande dessinée, l'affiche, le slogan écrit, comme on a revu ce matin dans ton film sur la grève du juin français, des choses frontales, directes. Ça ne veut pas dire que ça ne manquait pas de poésie et d'humour, mais l'objectif n'était pas de faire des beaux films, c'était que les personnes concernées les diffusent. Et après, quand le film était terminé, le groupe prenait en charge le film, et puis il allait dans divers lieux comme ça pour les diffuser. Voilà. Merci Jean-Paul. Alors, avant de donner la parole à Nicole pour qu'elle nous parle un petit peu de la création des premières structures comme l'UPCB qui essaye de faire travailler ensemble tous les gens qui sont branchés sur l'audiovisuel et le cinéma en Bretagne, j'aimerais revenir juste sur cette année 1978, donc de création du Festival de cinéma, pour vous dire un peu le contexte, pour vous faire comprendre aussi à quel point, à l'époque, les luttes pour la culture, pour l'identité, pour la langue bretonne, les luttes sociales et les luttes écologistes, et les luttes antimilitaristes aussi, étaient intimement mêlées. Les gens se battaient pour ces causes-là, ensemble, avec une unité quand même assez importante. Donc, un petit rappel historique. Donc, 1978, c'est l'attentat des Brigades Rouges contre Aldo Moro, l'assassinat d'Aldo Moro, les accords de Camp David entre Israël et Palestine, les boat people vietnamiens, l'opération Condor en Amérique latine, donc pour supprimer les militants de gauche, les Khmers rouges au Cambodge, c'est la lutte armée avec ETA, l'IRA et l'OLP, c'est en Bretagne la marée noire de l'Amoco-Cadiz, l'attentat de Versailles du FLB, le choix de Plogoff déjà pour y implanter une centrale nucléaire. Et avant, on avait eu donc des choses qu'on a évoquées, comme la grève du juin français à Saint-Brieuc, mais aussi des choses comme le triomphe d'Alan Stivell à l'Olympia, qui date de 72, mais qui a quand même provoqué un choc culturel très important. J'ai oublié quelque chose un peu à l'étranger, c'est l'ascension du Parti québécois, du PQ au Québec, parti donc indépendantiste. Et puis à l'époque, on lisait Comment peut-on être breton de Morvan-Lebesque, mais aussi Portrait du colonisé d'Albert Memmi. Donc voilà, c'est pour donner un peu le contexte de la naissance du festival, qui est donc très lié à ces histoires de lutte et de rapport entre le cinéma et les luttes. Alors Nicole, raconte-nous un peu la naissance de l'UPCB, le contexte un petit peu.
Alors, la naissance de l'UPCB, ça a été le résultat de la rencontre avec René Vauthier. Félix et René avaient été sur le film Z de Costa Gavras, donc en Algérie. Et suite à ça, indirectement, mais c'était lié, il est venu chez nous et on tenait un magasin de photos à Plonéour-Lanverne à ce moment-là. On était justement en train de chercher un acquéreur pour le magasin parce qu'on voulait tourner cette page-là. Mai 68 était passé par là. On avait envie de liberté et de faire... voilà, de témoigner à notre façon et surtout de faire parler les gens. On était en contact avec une population qui n'avait pas souvent la parole, hein. Presque, pas du tout à la limite à la télévision. Elle en a un peu aujourd'hui, mais pas beaucoup plus. Et c'était ça notre but. Et on était aussi, je rejoins ce que dit Gérard là, à la fois très ancré dans le mouvement pour la Bretagne. Hein, on avait rencontré très vite Alan Stivell, Jules Servat. Félix a accompagné Alan Stivell dans sa tournée européenne. Servat a joué dans la Folle de Toujane. Et on avait aussi eu très vite une conscience écologique par les marées noires. Il y avait déjà eu le Torrey Canyon en 67. On a fait après un diaporama sur le remembrement, la guerre du remembrement, on avait appelé ça, parce que c'est passé inaperçu le combat des gens contre ce remembrement autoritaire. Ils considéraient que la Bretagne n'était pas la bosse et qu'on ne pouvait pas raser les talus à tour de bras comme on avait décidé de le faire, comme l'État français avait décidé de le faire. Et à ce moment-là, début des années 70, le progrès, l'idée de progrès, était encore quelque chose qui avait le vent en poupe. Et donc, ces pauvres combattants de Trébriand qu'on est allé voir, ils étaient une poignée comme ça à se battre. Il y avait donc les forces de l'ordre en face plus nombreux qu'eux, et les médias en parlaient comme des gens passéistes. Et quand on a discuté avec eux, on a trouvé qu'ils étaient sacrément logiques. Ils disaient, ben oui, bien sûr qu'il faut agrandir, bien sûr qu'il faut abattre des talus, mais celui-là, si vous l'abattez, il va y avoir des inondations. Voilà. Et c'est pour moi, c'était important, cette première conscience-là. Après, il y a eu d'autres marées noires. Et là, alors, le souci de l'écologie s'est affirmé chez nous deux. Félix a fait des photos. On a fait après un film sur l'Amoco Cadiz en 78. Et parallèlement, on a travaillé donc avec René presque 10 ans sur Avoir 20 ans dans les oreilles, sur La Folle de Toujane, tous ces films qu'il a fait à ce moment-là. Et aussi, on avait le désir. Alors, comment se former? Parce que c'est la grande question. René a été formé à l'IDEC, mais nous deux, aucune formation vraiment, aucune formation, à part le côté photographique de Félix. Et on a eu l'idée de faire des diaporamas, parce qu'un diaporama, ça ne coûte rien. Ça ne coûte pas cher du tout. On est libre. On était attaché à cette idée de liberté. Et donc, on a fait le premier diaporama sur le remembrement. C'était notre premier. Voilà. Et ça a marché. Ça a marché. Les gens sont venus. On a eu aussi tout de suite des obstacles, le maire qui nous empêchait d'aller projeter ça dans un café. Bon, ça raffermit notre détermination, évidemment. Et voilà, donc il y avait toute cette expérience et on arrive en 78, donc, et pour alors, on a déjà dans une ferme qu'on avait achetée, un studio d'enregistrement avec des bouts de ficelle, mais c'était quand même un studio d'enregistrement. On a une salle de montage 16, on a une caméra, tout des matériels d'occasion. Hein.
fort heureusement pour nous, parce que quand arrive Plogoff, on a cette base-là. On n'a pas un centime pour tourner le film. Ce qui explique l'opposition de Félix, qui me dit pas d'argent, pas de film quand même. Voilà, c'était assez logique. Et moi, j'étais butée. Et voilà, je disais, faut faire un film sur Plogoff. Et on est allé à Plogoff pour le premier jour j'étais allée déjà dans des manifs, évidemment, mais le premier jour de l'enquête d'utilité publique. Et là, le spectacle qu'on a eu, ça a été pour nous, on dit, ça y est, on est au cœur, le cœur vibrant vraiment d'un combat. On y est là, c'est une matrice vraiment, il va se passer quelque chose. On a eu cette conviction que d'une part, il y avait cette injustice en voyant des gens de 80 ans, des gens vraiment âgés, des enfants, toute une population comme ça, pas militante, elle. Ils n'avaient jamais milité, ils n'avaient jamais manifesté. Et là, tout d'un coup, ils se dressaient. Et voilà, c'était très... Ça a été pour nous décisif. Félix, qui avait refusé jusque-là l'idée du film, est allé chercher la caméra dans la voiture et il a commencé à tourner. Voilà. C'est donc, ça explique un peu le trajet de chacun. Chacun a eu des obstacles comme la formation, effectivement, des choses à résoudre, et chacun l'a fait, a creusé son sillon, en fait. Hein. Et donc, il se trouve que le film, donc, on le tournait en 16 mm, on pensait à un court métrage, les événements ont été tels qu'on tournait, ça s'est terminé par un long métrage. Et la première du film, c'est Erwan qui nous avait demandé de venir au festival de Douarnenez. La première du film a eu lieu là, au club, et la rue était remplie d'un bout à l'autre de spectateurs qui voulaient rentrer dans la salle. Et Paul Guillard, qui était l'exploitant de salle à l'époque, a vu cette foule, il a vu les gens attendre, être première projection, deuxième projection, troisième projection. Et là, ça a été notre chance. Ça a été notre chance parce qu'il a décidé de créer une société de distribution de films. Il n'en existait pas en Bretagne. Il a demandé à 2 autres exploitants de salles de le rejoindre et ils ont créé Polymage, qui a donc distribué le film en le gonflant en 35 mm. Et la chance qu'on a eue, et qui est une chance aussi pour Plogoff évidemment, c'est que le film a eu une distribution nationale avec un succès public vraiment réel, quoi, hein. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que ça donne quand même matière à poser des questions. Et voilà, merci. Merci Nicole. Alors avant de parler de l'évolution de la manière de filmer les luttes peut-être plus récentes, notamment avec Christian Rouault, j'aimerais bien vous donner la parole pour réagir sur ce qui vient d'être dit, poser des questions. Voilà, donc vous pouvez lever la main, il y a un micro qui circule. Voilà, vous savez, ça commence. Levez la main de nouveau, monsieur, pour qu'on vous voit. Voilà. Ouais, j'aurais une petite question technique, parce que tout à l'heure, vous avez parlé du montage avec du Super 8 et que vous ayez du montage avec du son. Quand c'est un reportage, comment vous faisiez au montage pour accorder le son avec l'image? Est-ce que c'était de l'approximatif ou vous aviez des repères particuliers? Voilà. Et après, il y a la question pour l'autre monsieur, enfin, qui est un peu la même. Vous avez dit que la vidéo, c'était plus compliqué, que vous êtes resté avec du Super 8 parce que vous ne maîtrisiez pas la vidéo. Et moi, j'avais l'impression que la vidéo, c'était plus simple qu'en fait, que le Super 8. Bon, d'abord Jean-Louis. Notre façon de faire, c'était du grand bricolage. Hein, du grand bricolage. On tournait avec des caméras silencieuses. Il n'y avait pas et la prise de son était parallèle. Il y avait un opérateur, c'était mon ami Monique Guimau à l'époque, qui avait un UR en bandoulière.
et qui s'approchaient au mieux, ou des patrons pendant la séquestration, ou bien des CRS quand ils attaquaient. Donc il y avait une prise de son complètement parallèle avec les initiatives du preneur de son. Puis ensuite au montage Super 8. Alors on avait des visionneuses manuelles, on travaillait avec la colle, l'acétone, comme pour le 16 ou le 35, et on procédait un peu comme pour les montages sonores, je dirais des diapositives. C'est-à-dire qu'on faisait un montage des bandes lisses 625, c'est-à-dire on faisait le montage son avec l'UR sur la bande son, on coupait soigneusement et on arrivait à trouver une synchro très approximative entre l'image et le son. Ceux qui ont pu voir la séance ce matin, ils ont remarqué que Paco Ibanez avait été enregistré dans les galas de solidarité et c'est pas du tout synchro, Le faucheur parle, c'est pas du tout synchro, mais on entend ce qu'il a dit vraiment, ce qui est important, et ça passe. Hein. Je trouve que ça passe très, très bien. Voilà, c'est du bon bricolage, je dirais. Là. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. 2-3 ans après, donc dès 74-75, les fabricants de caméras Super 8 dans le monde ont lancé le Super 8 sonore, hein, figurez-vous. Hein. C'est-à-dire que le long du film, il y avait un filet magnétique et on a pu faire du son synchrone que j'ai utilisé, moi, par la suite dans mon film ethnographique, Cochon qui s'en dédie. Voilà sur les questions techniques. Mais il y avait beaucoup d'ingéniosité. Là, je rendrai hommage à un ingénieur électronicien de Rennes qui s'appelle Michel. Et ce monsieur Michel nous fabriquait des systèmes de synchronisation entre les projecteurs Super 8 et les magnétophones UR. Hein. Et lorsqu'on a montré pour la première fois, donc en 79, Cochon qui s'en dédie au club, on était en... C'était un système fragile, on avait 2 bobines Super 8 et l'UR était piloté par le Super 8. Et pendant toute la projection, on se dit mais ça va péter, ça va pas tenir. Ça a tenu et le film, bon, comme pour Des pierres et des fusils, a eu heureusement un retentissement très 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 fort. Bon, pour l'histoire de la vidéo, qui veut répondre? Oui, peut-être Jean-Paul, oui. Je te réponds aussi. Oui, on aurait utilisé la vidéo, on avait le son synchrone, mais on n'était pas prêt. Financièrement, c'était plus cher, on ne le maîtrisait pas. Et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. La rigueur de mettre une pellicule de moins de 3 minutes oblige à préparer son travail. Donc c'est aussi pour ça. Alors, nous, on a testé un moment aussi à la cave des tables de montage de son synchrone. Bon, on s'arrachait les cheveux, on perdait l'objectif du projet politique et autres derrière, et on est revenu à quelque chose de plus simple. Et le son qu'on enregistrait avec un magnétophone était meilleur. Bon, et bien, tout le monde sait que l'image, on peut faire une image moyenne qui fonctionne, un son moyen, ça gâche un film. Donc le truc qu'on avait trouvé, c'est qu'on enregistrait au magnétophone les gens qui avaient quelque chose à dire, à s'exprimer. On faisait un plan un peu serré d'un visage s'il n'y avait pas d'interview. Sur 1 seconde, 2 secondes, on avait l'impression que c'était synchrone avec les lèvres, ce n'était pas vrai. Et puis après, on faisait un plan large. Et on pouvait être désynchronisé, on ne le voyait plus. Voilà, c'était la technique. Et puis, on l'a revu ce matin, ce n'était pas fondamental, je veux dire. Qu'il y ait un décalage temporel entre ce que la personne dit et le mouvement de ses lèvres, et ben on fait un plan large. Et puis ça passe, quoi. Voilà. Le but était une efficacité, ne pas se prendre la tête avec la technique, puisque les gens n'étaient pas des professionnels, sinon ils n'auraient jamais pu s'exprimer. Voilà, c'était le but. Encore une question ou deux, ou sinon on continue. Oui, Claude là-bas. Attends, oui. Prends le micro parce qu'on enregistre. Je voudrais savoir les liaisons qu'il y a eu entre le cinéma breton et le théâtre breton, ou bien des acteurs qui auraient été prêts pour aider le cinéma breton à porter, je ne dis pas seulement la langue bretonne, mais aussi une façon d'être breton à l'écran. Ah oui, alors c'est vrai que là on est beaucoup sur le documentaire, sur
filmer les luttes. Je ne sais pas si vous avez eu, dans vos expériences, des relations avec des gens qui faisaient du théâtre ou pas forcément. Ouais. Ah oui, il y avait la folle de Toujane. Ils venaient pas du théâtre en fait, hein. Les non-professionnels qui venaient donc de Bretagne, peut-être qu'ils avaient fait un peu de théâtre, mais non, ils n'avaient pas une formation de théâtre. C'était des non-professionnels, c'était voilà. Si, il y avait peut-être le médecin là. Mais par contre, avoir 20 ans dans les Aurès, il y avait toute une troupe de théâtre, celle de Jean-Michel Ribes, mais c'était une troupe parisienne, hein. Voilà, là, il y avait un lien entre les deux, mais parce que c'est venu plus tard après. C'est venu un petit peu plus tard. Et pour pouvoir faire des films de fiction, le théâtre, là, il y a eu un trait d'union. Mais c'était pas... nous étions axés sur le documentaire, vraiment, quoi, hein. Alors peut-être voilà. Tanguy aussi quelque chose à dire là-dessus. Peut-être parce qu'en fait, lors de ces moments de mobilisation, on a du mal à distinguer maintenant, où ce serait une erreur d'isoler totalement le cinéma en fait. C'était des périodes de mobilisation et différents arts populaires étaient mobilisés. Donc il y a des productions d'affiches, de la chanson, et tout ça, ces formes artistiques se complètent et mobilisent les unes les autres. Et dans les films militants, on voit beaucoup de fégelots, on voit beaucoup de chanteurs. Et après 68, même s'il ne faut pas tout faire naître en 68, hein, et je suis désolé d'un peu sacrifier l'histoire de l'éducation populaire, certains groupes Mao parisiens sont dans l'amertume déjà, parce que c'est un échec politique 68, pour dire vite les choses. Et une longue marche est déclarée, ce sera une petite marche, mais une longue marche est déclarée en Bretagne par des militants. Les militants doivent travailler et conscientiser les masses. Assez rapidement, il y a des troupes de théâtre qui viennent, qui font du l'agite-propre. Et on passe du travail militant classique au théâtre d'agite-propre et au cinéma. Donc les formes se contaminent les unes les autres. Et puis il y a peut-être aussi un goût breton pour le théâtre populaire, pour le théâtre amateur. Ça marchait très bien, c'était souvent l'église qui organisait ça, mais il y avait énormément de représentations théâtrales, sans parler aussi d'une tradition plus ancienne du mouvement ouvrier pour le théâtre. Donc en fin de compte, ça s'est contaminé ces formes-là, comme ça. Et le public parfois était déjà constitué. Oui, la Jacques aussi, on sait que dans les formations de la jeunesse agricole chrétienne, le théâtre avait aussi beaucoup d'importance, hein, énormément. Votre question sur le théâtre, elle est fort judicieuse. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des agriculteurs, des paysans de Loire-Atlantique qui se réunissaient le soir, le cidre et le vin aidant, ils écrivaient des pièces de théâtre. Notamment sur la guerre du lait, l'une d'ailleurs. qui s'appelait Vivre pauvre pour mourir riche, tout un programme. Et nous, les Maos Pontex, on avait repris avec leur autorisation cette pièce. Puis après, il y a eu tout un collectif pour écrire Faut que ça bosse, encore un autre programme. Voilà. Mais votre question est intéressante parce qu'après, quand moi je me suis mis au cinéma, j'ai laissé tomber le théâtre. Sans doute à tort, mais elle est pertinente, votre question. Voilà. Tu veux dire quelque chose ? Oui. Je veux dire que on était très liés, évidemment, au mouvement culturel et au mouvement culturel de la musique. Donc, c'est comme ça que René, proche de Gilles Servat par son engagement, lui a demandé de jouer, de tenir le rôle principal dans La Folle de Toujane. C'était le premier rôle, hein, de Gilles Servat. Et bon, il y avait des ponts comme ça, très faciles. Par contre, quand on était donc à la direction de l'Arc, on a trouvé que justement, il n'y avait pas suffisamment de liens entre les gens qui faisaient du théâtre et ceux qui faisaient du cinéma. Et on a fait une formation dans ce sens. On a réuni les deux communautés, là, fait venir des gens de cinéma, des gens de théâtre, pour leur faire sentir que c'était proche. Et qu'il fallait qu'ils se nourrissent de ce qu'ils avaient là, tout à proximité. Et donc après, dans le stage de formation direction d'acteurs, il y a eu des gens de théâtre, il y a eu qui sont venus, et il y a eu beaucoup dans les films qui se sont tournés après, dans les années 80 en Bretagne, ils ont puisé beaucoup dans
le patrimoine théâtral, en fait. Hein. Bon, on va peut-être continuer avec Christian Roux, qui va peut-être nous raconter son expérience personnelle, parce que lui, il débarque là-dedans un petit peu après. Donc, il y a cette professionnalisation, entre guillemets, en cours. Donc, on change un peu d'époque. Et il y a ce désir, peut-être, de faire du documentaire, comme on l'appelle aujourd'hui, de création. Oui, je suis effectivement un peu décalé par rapport à mes collègues. Un peu envieux aussi de ce qu'ils ont pu vivre dans les années 70, parce qu'à l'époque, je n'étais pas cinéaste du tout. Moi, je viens d'un milieu où l'idée de faire du cinéma était totalement impossible, inenvisageable. Donc, dans les années 70, j'étais juste militant, comme plein de gens. J'étais à l'époque au PSU, et on passait nos nuits, nos journées, nos dimanches à militer pendant 10 ans. Bon. Et quand j'ai commencé à faire du cinéma, 20 ans après, je me suis pas posé immédiatement la question du cinéma militant, mais j'ai eu envie de faire un film sur Bernard Lambert, que peut-être certains ont vu tout à l'heure, parce que c'est un personnage qui m'avait fasciné à l'époque où j'étais au PSU. Il était responsable de la commission agricole du PSU, et c'était un orateur absolument fabuleux qui m'avait fait chialer dans les meetings, quoi. Et donc, je voulais savoir qui était ce type, et donc j'ai eu envie de faire un film pour raconter son histoire. Et j'ai fait ce film pour la télévision, et il est passé à la télé à l'heure où passent les documentaires, c'est-à-dire fort tard le soir. Donc personne ne l'a vu, je pense, à l'époque. Mais après, il y a eu des projections militantes organisées autour du film par la Confédération paysanne, par Attac, par des gens comme ça. Et je me suis aperçu que les jeunes qui avaient l'âge de mes enfants connaissaient rien des années 70. Tout ce qui a été raconté là par mes collègues était passé à la trappe, quoi. On racontait un peu mai 68, mais de façon extrêmement caricaturale en général. Mais le fait que cette génération de 68, qui n'a pas supporté que ça s'arrête comme ça par des élections avec une chambre bleue horizon et le retour à l'ordre moral, s'est engagée dans tout un tas de luttes extrêmement nombreuses sur tous les plans, que ce soit sur la question homosexuelle, sur le nucléaire, enfin bon, je ne vais pas faire la liste de toutes les luttes de cette époque-là, elles sont extrêmement nombreuses. Tout ça n'avait pas été raconté. Donc je me suis dit, par où je peux commencer? Donc je me suis dit, c'est l'Ypres. Voilà, donc j'ai fait ce film sur la grève de l'Ypres, avec l'idée de ne pas leur raconter l'histoire comme on peut le raconter, par exemple, à la télé, avec une voix off qui explique ce qui s'est passé, mais de choisir un camp, de me mettre du point de vue des gens qui ont vécu l'histoire et de leur faire raconter à eux la lutte qu'ils avaient vécue. Donc c'est à la fois un récit de la lutte, mais c'est aussi ce qui reste dans la mémoire des gens qui ont vécu ça 40 ans après, quoi. Avec aussi l'idée que ça pouvait peut-être servir quand même un peu à quelque chose aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que ce n'était pas juste l'idée de faire un film d'histoire ou de faire des films nostalgiques pour les gens à cheveux blancs qui allaient retrouver leur jeunesse, ça ne m'intéressait pas. Mais c'était de m'adresser aux jeunes pour leur dire, voilà, ça a été fait. Bon, vous en faites ce que vous voulez, mais peut-être on peut réfléchir un peu à partir de ça aussi, quoi. Et tout ce Larzac, c'était la suite, puisque bon, vous savez que les deux luttes sont concomitantes. Les gens de l'Ypres sont allés sur le Larzac, les gens du Larzac sont venus chez l'Ypres. Bernard Lambert était là derrière ça aussi, hein, évidemment, c'est lui qui a organisé le grand rassemblement sur le Larzac, etc. Donc il y a une espèce de suite logique, si vous voulez, à raconter l'Ypres et le Larzac à la suite. Et je me suis aperçu que finalement, ces films qui sont pas militants, entre guillemets, parce que pour moi, le cinéma militant, c'est pas du tout péjoratif, comme ça a pu être dit tout à l'heure. Pour moi, le militant, c'est le cinéma qui milite. C'est-à-dire que c'est le cinéma qui est fait par les gens qui se battent. Bon, par exemple, les paysans du Larzac, à un moment, se sont aperçus que la télé disait n'importe quoi sur leur lutte. Ils ont décidé de filmer eux-mêmes. Et donc, ils ne filmaient pas pour la postérité, pour moi, pour plus tard. Ils filmaient pour la lutte, c'est-à-dire qu'ils faisaient des petits montages très rapidement, et quand ils faisaient des meetings de soutien, ils passaient le film. C'est-à-dire que c'est eux qui donnaient leurs propres informations. Bon, alors après, pour moi, ça a été une mine formidable d'archives. Mais pour moi, c'est ça, le cinéma militant. Le cinéma militant, aujourd'hui, c'est les gens qui font des films à Notre-Dame-des-Landes. Bon, voilà, c'est les gens qui se battent, ils font les films, ils expliquent ce qu'ils font. Et, ça fait partie du travail militant, si vous voulez, le cinéma militant. Mais bon, si vous voulez, moi, je récupère un petit peu le truc d'une certaine façon, en disant que mes films peuvent peut-être servir aussi à ça, quoi. C'est-à-dire que je suis allé, par exemple, à Notre-Dame-des-Landes avec José Bové, avec les gens du Larzac. Bon, tout d'un coup,
il se passe quelque chose. C'est-à-dire que la connexion Larzac-Notre-Dame-des-Landes, elle a du sens pour les gens qui sont là. Bon, et je me suis aperçu aussi, j'accompagne beaucoup mes films, et je me suis aperçu que très souvent, quand le débat commence, très vite, par exemple sur la question du Larzac, très vite on oublie le Larzac et les gens se mettent à raconter les luttes qu'il y a autour d'eux. Et on ne parle pas du Larzac, et puis tout le monde s'en fout, moi le premier, parce que le film sert de déclencheur pour autre chose, quoi. Donc, sous cet aspect-là, si vous voulez, il y a un aspect un petit peu militant, mais voilà. Donc, je considère plutôt quand même d'avoir fait un travail d'histoire, mais c'est de l'histoire contemporaine. Parce que bon, je fais le malin en expliquant que c'est moi qui raconte l'histoire et pas les gens qui sont dans le film, etc. Bon, mais en fait, je sais bien que à un moment, les gens qui ont vécu ça, ils sont encore vivants, donc ils peuvent très bien dire c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc je parle quelque part sous le regard des gens qui vont venir voir le film. Donc voilà, c'est le travail dont. Et puis bon, alors c'est vrai aussi que j'ai fait aussi d'autres films. Par exemple, j'ai fait un film sur la question de la pollution de l'eau en Bretagne sous le coup de l'agriculture productiviste. Bon. Mais bon, là aussi, c'est pareil. L'histoire, c'est qu'un producteur m'avait dit est-ce que tu veux faire un film sur la question de la pollution de l'eau? J'ai dit oui, évidemment. Comme breton, ça m'intéresse. Et il m'avait filé un gros paquet de documentation avec plein de spécialistes en blouse blanche à interviewer pour faire le tour de la question et tout ça. Donc j'ai dit moi je ne sais pas faire ça. C'est pas mon cinéma. Moi, j'ai envie de filmer des gens, j'ai envie de faire des portraits, j'ai envie bon. Et il est revenu me voir 6 mois après. C'est un breton, donc il était têtu, et il m'a dit j'ai trouvé une idée. On va prendre le bassin versant d'une rivière évidemment polluée, c'est-à-dire qu'on voit les algues vertes en bas, et on va trouver une ferme où il y aura 3 générations de paysans. Le grand-père qui travaillait à l'ancienne, qui dirigeait les chevaux, qui fauchait à la main, etc., qui ne se posait pas du tout la question de la flotte. Hein. Le puits était à côté du tas de fumier et ça ne gênait personne. Et puis le fils qui, dans les années 50-60, est parti dans les intrants, les engrais et tout le bordel, et ça poussait, et voilà. Et puis le petit-fils qui maintenant serait obligé de se poser la question de l'eau, parce que, bon... Et j'ai trouvé mieux que ça, j'ai trouvé 2 personnages qui bougent, c'est-à-dire le grand-père en question qui a effectivement travaillé à l'ancienne, c'est lui qui est passé à la modernité, c'est-à-dire qu'à un moment il s'est aperçu que ça marchait, il avait qu'à jeter les engrais puis ça poussait, hein. Il avait 6 gosses à nourrir, donc c'était extrêmement efficace. Et puis le fils qui va aux écoles d'agriculture, à qui on dit les mêmes conneries, c'est-à-dire allons-y, foutons les intrants, etc. Et donc il revient à la ferme, il fait pareil, hein, il joue avec la terre, hein. Il disait que les paysans avant ils se sentaient moins forts que la nature, et là tout d'un coup ils se sentent plus forts que la nature, et donc on va y aller, quoi. Et puis à un moment il s'aperçoit que son voisin mytiliculteur, il peut plus vendre ses moules de temps en temps, et il se dit est-ce que moi je peux continuer à travailler comme ça en empêchant mon voisin de bosser, quoi. Et donc cette prise de conscience là que raconte le film, c'est-à-dire bon, c'est difficile hein, de changer, mais ça raconte l'histoire de quelqu'un qui arrive à changer de pratique, quoi. Il y a quelque chose qui me traverse l'esprit. Est-ce qu'il y a dans cette évolution un changement radical qui pourrait être entre un cinéma qui est presque proche de la propagande, où on assène un discours quelque part, et puis ce désir peut-être que tu as, toi, ou que peuvent avoir beaucoup de documentaristes aujourd'hui, c'est de prendre en compte aussi les gens dans toutes leurs contradictions, celles qui vont avec tes opinions, mais aussi parfois qui peuvent les remettre en question, c'est-à-dire une vision moins frontale du discours militant. Oui, probablement, mais ça n'exclut pas le point de vue. J'ai dit que je racontais la lutte du point de vue des gens qui se sont battus. Par exemple, on me dit des fois, mais pourquoi il n'y a pas l'armée dans le film sur le Larzac? Je m'en fous, ça ne m'intéresse pas le point de vue de l'armée. Si quelqu'un fait un film du point de vue de l'armée, j'irai le voir, ça m'intéressera. Bon, mais moi, ce n'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est encore une fois, de ce que les gens racontent de ce qu'ils ont vécu. Et en plus, il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire dans ces histoires-là, c'est comment la lutte change les gens. C'est-à-dire que raconter ces histoires, c'est raconter le processus d'élévation collective, de création d'intelligence collective à travers un processus qui est souvent très long. Le Larzac, ça dure 10 ans. Bon, l'IP, c'est plus court, mais le Larzac, ça dure 10 ans. Et en 10 ans, ils ne sont vraiment pas les mêmes au début et à la fin. Et le Larzac, aujourd'hui, c'est la suite de la lutte, parce qu'il y a aussi tout ce qu'ils ont fait
après avoir gagné. Hein. Dans le film sur Bernard Lambert, on parle par exemple de l'histoire des offices fonciers, hein, que le Parti socialiste n'a pas fait. Sur le Larzac, ils gèrent collectivement les terres qu'ils ont récupérées après la victoire, puisque quand ils ont gagné, l'armée avait acheté des terres, et la question c'était qu'est-ce qu'on fait de ces terres, et les paysans ont dit nous on va les gérer collectivement. Et donc ça veut dire que c'est eux qui décident qui s'installe sur le plateau pour faire quoi, et donc il n'y a pas d'exode rural sur le plateau du Larzac par exemple, et ils font plus que de l'agriculture paysanne. Enfin voilà, il y a un moment quand les gens peuvent prendre leur destin en main, la vie est extrêmement différente. Donc c'est plutôt ça, c'est à la fois, pour moi l'idée de ce cinéma c'est de permettre aux gens de gamberger, quoi, de donner des idées, de dire voilà, il y a des choses possibles, c'est pas forcément facile, des fois on se pète la gueule, des fois ça marche pas, mais il y a de l'espoir parce que dans la chose collective, on peut inventer des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer avant, quoi, si on s'était pas mis ensemble pour le faire. Oui, puis même quand on perd une lutte, on est transformé par la lutte qu'on a vécue. Mais Guy, je crois, voulait dire quelque chose avant de donner la parole peut-être à Jean-Luc. Oui, très rapidement, il ne s'agit pas de faire comme en 68 sur le mur du grand amphi de Nanterre, il y avait « Camarades, arrêtez d'enculer les mouches ». Mais c'est vrai, mais en tous les cas, il faut, quand on nomme les choses, bien les nommer. Pour moi, militants, justement, ça pose un problème. Il y a des gens de droite qui militent, des gens du centre qui militent, tout le monde milite. Et la différence, la frontière, tu as raison, entre militer, faire de la propagande, on voit bien qu'est-ce que fait Hollywood quand ils sont aux ordres de la CIA pour faire certains films ou certains blockbusters. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est du cinéma militant? Est-ce que c'est du cinéma de propagande? Donc faisons très attention. Je crois que, je ne dis pas que c'est péjoratif, hein. Je disais que personnellement, quand mes 68 exposent, ça change mon regard et j'ai envie de faire un cinéma qui déshabille le monde. J'ai envie de faire un cinéma qui jette le masque de la dévastation. Et donc, en ce moment-là, je ne me dis pas, je fais du cinéma militant. Je fais un cinéma qui va servir mon regard et essayer de confronter ce regard à ceux des autres. Alors, ça ne serait plus un cinéma citoyen, un cinéma de démocratie ou de république, j'en sais rien, mais je préférais que... Il ne s'agit pas de tourner autour du pot, mais de se dire, attention, est-ce qu'on ne s'est pas laissé enfermer dans un genre? C'est tout ce que je voulais dire. D'autant que l'expérience avec ici, qui pour moi est fondatrice, on a filmé lentement, puisqu'on savait que le film ne terminerait pas. Et on a aussi discuté avec les éleveurs qui ont discuté, ils ont aussi travaillé avec nous, et sur l'idée de donner la parole aux gens, par exemple. Donner la parole aux gens. Et ils ont découvert qu'effectivement, c'était une formule piège, parce qu'on ne la donne jamais, la parole aux gens. On la leur prend. C'est-à-dire que l'on filme, on prend leur parole. Ce n'est pas un jeu de mots. Et lorsqu'on la restitue, elle est construite selon le regard de celui qui construit. Donc, pour arriver à un cinéma de partage, qui soit véritablement un cinéma avec les gens, avec le peuple, pour le peuple, l'idée a été de mettre en place le cinéma des processus. Il y a un dictionnaire qui dit que je suis un cinéma des processus, je n'en sais rien, mais où l'idée était, quand on est arrivé à un jet particulier de film, on le projette avec les gens avec lesquels nous travaillons. Et on discute. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord tout de suite avec leurs propositions, mais nous discutons. Et progressivement, on fait comme un sculpteur qui tâtonne, on essaie de trouver cette forme qui soit conforme, si j'ose dire, à l'accord. Ça ne veut pas dire qu'on ne signe pas le film. Ça veut dire qu'il y a un processus de partage qui va au bout, mais nous prenons la responsabilité de signer ce bout, ce à quoi on est arrivé. Voilà. Et du coup, ça a donné naissance à une pratique. Et j'y tiens beaucoup. Je n'ai pas pensé à ça avant de faire cette expérience ici, en Bretagne. Ça a donné naissance à cette idée de films de processus, de partage, d'appartenance et du coup de transmission. Parce que quand on parle avec Édouard Morvan, quand on parle avec Jacques Opin, quand on parle avec Jean-Daniel Lhuillet, quand on parle, il y a beaucoup de gens comme ça qui ont travaillé avec nous, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Très simplement, ils ont appris à faire du cinéma. Ils se sont appropriés un petit peu le dispositif. Ils ne voient pas le cinéma et la télévision de la même manière. Ça fait aussi partie du travail. Ça rejoint l'éducation populaire dont il a été question tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un film dans le dos, à côté, au-dessus. On essaie de le partager au mieux pour qu'ils découvrent le mécanisme et qu'ils s'en emparent, qu'ils soient capables de construire leur regard et d'avoir une pensée cinéma. Parce que pour avoir une pensée cinéma, il faut en faire. Et en faire, c'est proposer aux
paysans avec lesquels j'ai travaillé, de m'aider à aller au bout de chacun des processus. Je tenais un petit peu à dire ça sur les questions des mots, des pratiques, et surtout cette fausse illusion de donner la parole aux gens. Merci Guy. Jean-Louis, un mot. Je voudrais terminer peut-être aussi, ce qui serait pas mal, je ne sais pas de quoi tu veux parler exactement, mais peut-être tu pourrais enchaîner à la suite de ça, parce qu'à un moment donné, il va falloir redonner la parole au public, sur un peu filmer les luttes aujourd'hui, et comment ça se passe, ou au moins comment c'est diffusé, quel impact ça peut avoir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé radicalement? Donc, je voudrais relier les deux interventions précédentes. moi, je pense que Christian Rouault, nous avons posé des prémices il y a en 70, et toi, tu es sur le terrain en documentariste, film qui passe ou pas à la télévision, mais c'est un travail de documentariste. Le documentariste nous éclaire, c'est une vérité sur les événements, en plus c'est en rapport avec l'histoire précédente, soit. Mais en Bretagne, à l'heure qu'il est, il y a des dizaines de documentaristes fabuleux. Je nommerai Hervé Drezen, qui a fait un film sur 3 générations de pêcheurs à Pinmar. J'ai oublié le titre. Ce film est merveilleux. Il m'ouvre les yeux sur l'histoire, sur une évolution, sur des subjectivités des existants. Il est très sensible. Et ce film d'Hervé Drezen est diffusé sur le web magazine breton Cube, qui est une plateforme qui vous fait connaître ces créations nouvelles. Et c'est extraordinaire, c'est important. C'est-à-dire, heureusement, il y a de la création, un dynamisme fabuleux. Moi, je ne vis plus en Bretagne, mais quand je reviens, je suis emporté par le dynamisme, vraiment. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, mais militant, c'est vrai, on est sur le problème de Notre-Dame-des-Landes. Il le faut. C'est un type de film. On est en train de se battre. Mais après, il faut découvrir, comprendre, voir ce qui se passe dans les lenteurs quotidiennes. Là aussi, il y a de l'évolution. Et là aussi, il y a de la politique. Voilà, je ne sais pas si je... Merci. Bon, on va vous donner un petit peu la parole, si vous avez des questions ou des commentaires sur le sujet. Vous levez la main. Allez, attendez, ça arrive, le micro. Merci. Pour Nicolas Garec, pour Plogoff, un peu en résonance à ce que vous disiez, vous monsieur à côté, quel regard vous avez porté sur justement le choix que vous avez fait sur Plogoff, une lutte qui a duré à peu près 2 ans et demi. Je pense que vous avez donc été constamment sur le terrain, ça veut dire des kilomètres de films. Au moment du montage, quel est l'angle que vous choisissez? Parce que là, vous faites œuvre de mémoire, d'une mémoire régionale et d'une mémoire collective, parce qu'il y a eu un grand apport, un grand soutien, on va dire européen, à Plogoff. C'est pas contenté simplement des derniers jours de Plogoff, mais il y a eu cet effet de raz-de-marée quand même en France, où tout le monde venait militer sur Plogoff. Dans votre film, quel est l'angle que vous allez privilégier pour faire mémoire, justement? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout bien entendu. Nicole, excuse-moi, mais on va peut-être prendre plusieurs, comme ça on enchaînera. Au montage, je vais parler de montage. À un moment donné, il y a quelque chose que vous devez faire. Il y a quelqu'un encore, levez la main s'il vous plaît. Oui, derrière là-bas, tout à fait derrière. Ah, toi aussi? Non? Vas-y. Je vais la poser. Donc moi, c'est par rapport aux écrans, par rapport au cinéma. Donc le cinéma actuellement, on oublie peut-être, mais il y a une grande révolution numérique qui fait que l'accessibilité à l'image, tout le monde, d'ailleurs on l'a tous dans la poche, là ce soir on peut tous filmer, et tout de suite rediffuser sur Internet, sur la toile, une multiplication d'images. La jeunesse actuelle a 5 sites privilégiés, dont le premier YouTube qui fait maintenant l'actualité, qui donne à vivre à toute une jeunesse qui regarde là-dedans. Et ce qui fait sens, c'est le buzz de l'exceptionnel. Donc, est-ce que le cinéma en lui-même et les apprentissages, parce que la qualité des caméras actuelles, on dépasse le mégapixel, alors qu'avant c'était 500 000, 250 000. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec les images du futur, qui sont des images prises par tout le monde et qui sont diffusées à foison sur la toile?
Donc les écrans, les nouveaux écrans et le militantisme. Merci. Une autre question. Je crois qu'il y avait un monsieur dans le fond là-bas. Levez la main, s'il vous plaît, de nouveau. Oui, c'est une question, ça rejoint un peu la question précédente aussi, mais c'est savoir comment vous trouviez votre place en tant que cinéaste quand vous rejoignez une lutte, enfin vraiment spécifiquement quand c'était une lutte, par exemple le Juin français ou Plogoff, c'est-à-dire comment vous étiez accueillis, comment avec vos caméras, etc., comment se construisait cette histoire, ce point de vue, enfin ce que vous alliez raconter, comment vous participiez aux luttes, ou est-ce que c'était en dehors, est-ce que c'était en parallèle, est-ce que c'était décidé, enfin est-ce que c'était discuté avec tous les gens, etc. Enfin, voilà. Comment vous trouviez votre place en tant que cinéaste à l'intérieur des mouvements ou des luttes? Merci. Bon, on attaque. Plogoff, d'abord. Alors, vous me reprenez si j'ai pas bien compris la question, j'ai un petit problème d'oreille. J'ai cru comprendre, donc vous vouliez savoir le point de vue que j'avais, le choix qu'on avait fait et au montage, comment ça s'était. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce qui nous a frappé vraiment de plein fouet, c'est la levée comme ça des gens de Plogoff, de gens âgés, de gens en retraite, d'anciens militaires et tout ça. C'était impressionnant, le maire en tête. Et on avait bien sûr connaissance de tous les mouvements qui étaient regroupés autour des clins en Bretagne. On faisait partie d'un clin du pays bigoudin qui était indispensable, qui apportait donc un soutien énorme au combat de Plogoff. C'est comités locaux antinucléaires. D'information nucléaire. Voilà, il y avait le clin Ardévennes et les clins autrement. Il y en avait beaucoup en Bretagne. Mais notre choix s'est porté non pas sur ces gens qui me ressemblaient beaucoup, qui se battaient, mais qui étaient déjà des militants presque professionnels par rapport aux gens de Plogoff. Hein. On a fait le choix de montrer la vie des gens et de montrer que par rapport à ce que disaient par exemple les radios ou bien télévision, à Plogoff, il arrive plein de gens d'Allemagne, la bande Abeder est à Plogoff. Bon, évidemment, quand ils voyaient les images de Plogoff, ça éclatait de rire, quoi. C'était voilà. Bon, et aussi, on a fait ce choix-là aussi parce que c'était dans notre ADN un petit peu, c'est-à-dire que moi, je suis d'origine paysanne, modeste vraiment, et je suis donc j'étais donc très soucieuse de l'injustice qu'on faisait à ces gens que je trouvais intéressants et qui n'avaient pas la parole et qu'on abandonnait comme ça à leur sort. Et là, j'avais tout d'un coup l'occasion de leur donner la parole et de les aider. Donc ça, c'est pour ça qu'on a pris le risque financier que notre ferme, tout ce qu'on avait, soit vendu, hypothéquer la ferme pour faire ce film. Parce qu'à un moment, il n'y a pas 36, on ne se pose pas 36 questions, il y en a une, on le fait ou on ne le fait pas. Et voilà, hein, c'est l'optique. Je parlerai avec vous si jamais je n'ai pas été complète. Je continue l'autre question. Alors j'ai oublié la deuxième. Ma mémoire aussi ne va plus tout à fait très bien. Rappelle-moi, Gérard. Justement, tu avais commencé à y répondre un petit peu. C'est la place du cinéaste dans les luttes. C'est-à-dire comment il est reçu quand il a quelqu'un d'extérieur arrive avec une caméra pour filmer. Comment les gens perçoivent ça? Voilà, ça me revient maintenant. Très bien. Alors, on est au pays bigoudin, Ploniour-Lanverne, et on débarque à Plogoff. Bon, on avait donc notre caméra, tout ça. Très vite, ils ont compris que ça avait un intérêt pour eux. Ils l'ont tellement bien compris que Marie Carval, qui était une paysanne en retraite, qui avait une ferme tout proche de Trogor, ça juxtait Trogor, le lieu des combats, nous a dit « Vous n'allez pas rentrer chez vous tous les soirs, venez chez moi ». Et donc, à 3, parce qu'on avait le preneur de son, on a dormi à Kerstrade, on était là prêts pour travailler la nuit, on faisait partie
des gens de Plogoff à ce moment-là. On a tout de suite été admis. Voilà. On avait aussi une certaine on avait aussi une certaine habitude des gens du milieu populaire, puisque on faisait des diaporamas que l'on montrait et les paysans, les cultivateurs venaient. On avait fait, Félix avait filmé en mer. On avait bon. Voilà, donc il n'y a pas eu de problème pour ce film-là. Hein. Mais c'est très très important d'être accepté, parce que j'ai vu des journalistes à Plogoff qui se faisaient rejeter, purement et simplement. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut commenter aussi par rapport à ça, sur cette question-là? Oui, plutôt répondre alors à la question donc sur la prolifération des images et la recherche du buzz. Voilà, comment on va vivre avec ça. Je trouve que votre question est très, très, très importante. Elle est très importante. Et les jeunes qui ont tous leur smartphone, qui arrivent à monter, ils se fabriquent leur site, ils racontent leur vie. Et je reçois d'Amérique latine, par contre, des petits films qui s'envoient dans un mail, mais qui sont franchement militants, sur une cause donnée. La femme est trop la domestique de la maison. Et c'est des films extrêmement bien montés, drôles, intelligents, en chansons. Et ça s'envoie en même temps que les mails. C'est des films militants d'aujourd'hui. Alors, j'irai même plus loin. Vous connaissez peut-être le livre de Comolli, Le cinéma et la mort, où Comolli raconte les mises en scène de Daesh sur les exécutions. Ce sont des films graves. Et Comolli a eu raison de faire un livre entier sur ces images invisibles qu'on n'ose pas regarder. Bon, eh ben, là, il y a des gens qui ont des stratégies d'usage de ces médias. Et il importe pour ceux qui veulent de s'y intéresser. Hein. Je pense que c'est un canal très important. Alors, il y a beaucoup de banques de films. Le mot banque n'est pas très joli, mais moi, je souhaiterais que tous ces films anciens, Torreben et autres, soient mis en ligne et accès libre. Voilà. Mais il faut y réfléchir et le faire. Alors, moi, je trouve cette question fondamentale parce que je ne vais pas les opposer. Je ne vais pas opposer la pratique de la multiplication des éclats d'images à la pratique qui est plus ramassée, plus conservatrice, et encore que. Les lettres n'ont pas supprimé la littérature. Je crois que c'est très très important. La dispersion de la communication par l'écrit n'a pas supprimé la littérature. Faire du cinéma, ce n'est pas nécessairement faire des films. Certains disaient, Jean-Claude Carrière s'amuse dans cette opération. Beaucoup font des films, peu du cinéma. Alors, laissons effectivement Jean-Claude Carrière le sens de cette définition, mais c'est à réfléchir. Réfléchissez bien à cela. La différence pour moi, qui ne les oppose pas, c'est que nous avons la nécessité de la salle de cinéma. Pour moi, c'est fondamental. Vivre une expérience dans une salle de cinéma, c'est une expérience singulière. Ça ne veut pas dire qu'on la partage avec tout le monde, puisque chacun reçoit, de manière hypocrite, son film. Il se fait son cinéma. Mais il y a une chaleur, mais il y a la possibilité de discuter après. Moi, je me souviens, mes parents, quand ils allaient au cinéma, ils en parlaient pendant d'autres jours avec les voisins, par exemple. Ils l'avaient vu ensemble. Il se passait quelque chose. Et bien évidemment, la dispersion des images peut se faire aussi la même chose. On peut très bien avoir des relations, communiquer, on envoie des lettres. À une époque, il y a eu Jean Rouge qui avait inauguré ce qu'on appelait, je crois, les lettres super 8. Les gens circulaient, envoyaient des lettres super 8. Donc moi, j'encourage au contraire cet élan de la jeunesse, ou peu importe l'âge. J'encourage la communication par l'image. Si des gens s'emparent d'images pour faire un cri, pour faire un chant, pour faire un récit, peu importe, si ça l'empare et qu'ils fassent à leur manière, peut-être qu'ils vont inventer des formes nouvelles. Hein, je veux dire, Verti disait, l'avenir est au cinéma, mais ne sera peut-être pas fait par Hollywood, etc. Il voulait dire en gros qu'il sera fait par des inventeurs, des initiateurs, des gens qui auront le courage de s'avancer, de tâtonner. Donc ceux qui ont le courage de tâtonner aujourd'hui, je crois que ce sont ceux qui se sont lancés, comme tu le dis, avec ce... Moi je l'ai aussi. J'ai fait un film en Chine qui s'appelle Des valises, où je croyais qu'une Chinoise était en train de dévaliser à l'aéroport des valises qui n'appartenaient pas.
Je l'ai fait comme ça, avec une autre gestuelle, une autre manière de tâter le monde, une autre manière de tâtonner aussi. Bref, donc je crois qu'il faut encourager les pratiques dont tu parlais, de la dispersion, de l'explosion, mais il faut surtout savoir que la pratique en salle est une autre manière d'envisager le cinéma, d'envisager la rencontre et d'envisager le cadre. Parce que quand vous êtes devant un grand écran, je ne l'apprendrai à personne, vous êtes devant la multiplication de la dimension. Quand on est à l'italienne confronté à un grand écran, ce n'est pas étonnant qu'on ait eu des stars avec des gros plans. D'un seul coup, c'était démesuré, le défaut comme la qualité. Et on a effectivement, on le sait, plus vous agrandissez l'image et plus vous ralentissez l'impression de rapidité. Donc c'est l'expérience que vous faites sur une table de montage. Vous regardez sur un petit écran, les gens se défiler, vous les voyez sur grand, d'un seul coup vous trouvez qu'elles vont peut-être trop vite, vous n'avez pas assez maîtrisé. Non, je crois que c'est important de vivre cette différence de diffusion par le grand écran qui est, de mon point de vue, totalement irremplaçable. Alors là, bien évidemment, il y a la grande question, quel écran? Est-ce que c'est l'écran horizontal? Est-ce que c'est l'écran vertical? Moi, j'ai fait mon dernier film en 4/3. J'ai mis 12 ans à le faire. Les gens disent, mais c'est pas possible, tu vas pas pouvoir diffuser ce film-là. En fait, il diffuse, il circule très très bien, il s'appelle La Zegado, pour ceux que ça intéresserait, parce que je voulais, pour une fois, prendre la décision d'aller à contre-courant de l'horizontalité par la verticalité, puisque le 4/3 défend la verticalité. On peut très bien avoir un gros plan tout en ayant la distance, la profondeur, et donc privilégier l'homme et non pas le paysage. C'est ça mon point. Donc tu vois, c'est, je crois, très important de vivre cette expérience dans la salle, cette expérience du grand écran, sans l'opposer à l'autre, qui me paraît aussi nécessaire. Je dirais, merci. je termine. Ah oui, alors simplement. Guy voulait nous présenter un livre, je crois. Ouais, alors très rapidement, la folie. Notre engagement en mai 68 était tel qu'on était même capable de vendre nos voitures pour payer la copie du film. Ce que j'ai fait, dans la guerre du lait, vous verrez, il y a une 204 qui est dans le film avec des vaches qui passent devant. Et cette voiture a été vendue pour payer les travaux du laboratoire et la copie. Bon, bref, c'est anecdotique, mais ça en dit long sur la question de la relation à l'argent, puisque j'ai fait un triptyque sur la pauvreté. Vous pensez bien, quand vous arrivez dans un milieu extrêmement pauvre, si vous arrivez avec 6 personnes, 8 personnes, le matériel pas possible, c'est un affront, c'est indécent. Donc aussi, j'ai eu cette envie de toujours travailler avec des moyens limités peut-être, mais avec beaucoup d'envie. Ici, vous avez un livre qui s'appelle « Figures paysannes en France », tome 2. Il y a le tome 1 qui est consacré pas mal à Christian, c'est ça? Et le tome 2, excusez du peu, qui m'est un peu consacré avec une petite biographie. En réalité, c'est le travail d'une historienne de Bordeaux qui essaie de travailler à la valorisation de la figure paysanne, qui s'est mise en tête, comme certains, qu'au fond, le paysan, c'était sans doute le premier producteur de richesse, malheureusement aussi celui et le premier à ne pas en bénéficier. Donc toute l'idée avec ces ouvrages qui consiste à dire il faut donner au paysan ce qui lui revient. C'est tout part de lui d'une certaine manière, tout part de lui. Et comme tout part de lui au niveau de la production, tout partait de lui au niveau du symbole. Et je me souviens de ce discours de Bourdieu qui disait malheureusement aujourd'hui, la symbolique des villes dépasse la symbolique des campagnes, la met en péril. Ce n'est pas tout à fait vrai à mon avis, parce que le soubassement de la symbolique des campagnes existe toujours. Voilà, en tout cas, je voulais à tout prix que vous sachiez, cet ouvrage est en vente à la librairie. Voilà au moins des gens qui se préoccupent de faire connaître le cinéma dont vous parlez et le cinéma dont Douarnenez nous fait le cadeau chaque année. Bon, moi, je crois qu'on est arrivé au bout du débat, en vous remerciant de votre attention, puis en remerciant nos intervenants pour cette belle qualité. Et n'oubliez pas d'aller voir les films consacrés aux luttes en Bretagne.